tous. Bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être présents aujourd'hui pour ce live sur CRR3 et le risque opérationnel. Donc, on va attendre quelques minutes. Il y a environ 350 inscrits sur le live. Donc, c'est une thématique qui a remporté un franc succès. Peut-être qu'on va commencer par se présenter. Evelyne, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis ravie de pouvoir passer cet après-midi et cette soirée à parler du risque opérationnel et la CR3. Donc, je suis en charge du pôle prudentiel ESG au sein de l'AVGS et formatrice aussi sur ces sujets-là. Yvan. Très bien. Je suis Yvan Alioli, je suis associé fondateur du cabinet APS Risque et formateur AVGS depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant sur les thématiques qui ont attrait à la gestion des risques, du contrôle interne et notamment de la gestion des risques opérationnels. Et je serai votre modérateur aujourd'hui. Alors, vous pourrez retrouver le replay en fait de notre live en fin de session sur le site de l'AVGS et pour les inscrits, vous le recevrez également par mail. Donc, je vous rappelle que le live va avoir une durée d'une heure, donc nous terminerons aux alentours de 18h45 avec un côté interactif puisque vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, je les collecterai au fur et à mesure de l'intervention d'Evelyne et on pourra donc interagir au travers de ces questions sur la base d'une dizaine de minutes en fin de séance. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je crois qu'il y a plus de 90 personnes de connectées maintenant, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que l'on peut dire pour introduire ce sujet, c'est que la CRR3 change la donne pour toutes les banques européennes en matière de risque opérationnel. Donc, fini la coexistence des approches multiples, les approches avancées, les approches standards et les approches de base. On a un seul cadre qui va s'imposer désormais pour tous les établissements européens, l'approche donc standard révisée. Voilà. Donc, au cours de cette heure, on va essayer de comprendre en fait le calcul du fameux business indicator, du BI et de ses impacts, d'explorer la nouvelle taxonomie des pertes de risque opérationnel, puisque effectivement cette taxonomie apporte une forte valeur ajoutée par rapport à ce que nous connaissions jusqu'à présent. Anticiper vos obligations de reporting sur les états corrects qui sont là aussi amenés à évoluer et vos obligations de publication. Et puis, on va faire déjà un premier retour d'expérience sur les enseignements en fait, de ces premiers mois de mise en œuvre avec Evelyne. Donc, Evelyne, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi organiser ce live en fait sur le risque opérationnel et sur CRR3 est-il vraiment utile aujourd'hui? C'est un peu comme tu l'as expliqué, donc la CRR3 change vraiment la donne en termes de risque opérationnel. On avait un grand changement du cadre de risque opérationnel avec BAL 2, donc ça commence à dater, presque 20 ans. Et là, on a vraiment rebattu toutes les cartes. Donc, on abandonne, comme ça a été mentionné, les 3 méthodes existantes précédentes, donc la méthode modèle interne AMA ou la TSA, la méthode standard et la méthode BIA. Et on est maintenant sur cette SMA qui est vraiment un game changer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, de manière évidente, il y aura des impacts en termes de capital, mais il y aura aussi des impacts en termes de gouvernance, d'IT, de transparence aussi, puisque le pilier 3 maintenant attendu par rapport au risque opérationnel est beaucoup plus conséquent pour les banques qui auront des BI importants. On a plusieurs nouveaux états COREP et c'est finalement toute une dynamique où on remet tout le monde à un niveau sur les attentes en termes de risque opérationnel qui sont à prendre en compte. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme. Parfait. Merci Evelyne. Alors si on va commencer en fait par parler du cadre général et des exigences en fonds propres. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait quels sont les changements majeurs qui sont introduits en fait par CRR3 sur le risque opérationnel? Oui, donc, comme on continue, on a déjà mentionné, il y a le BI, donc cet indicateur, la business indicator, qui est vraiment clé, qui est comme un proxy du risque opérationnel aujourd'hui
par la CRA3. Donc, ce business indicator, en fait, il a 3 grandes composantes. On a ce qu'on appelle l'ILDC, qui représente en fait les revenus et charges d'intérêt, les revenus locatifs, les dividendes. On a une composante qu'on appelle SC, qui est plus liée aux services, dont les frais, les commissions, les autres charges et produits d'exploitation. Et ensuite, on a le FC, qui est plus seulement les revenus, le PLL, en fait, des portefeuilles de trading et de banking. Et donc, en fait, c'est une nouvelle logique. Ce qu'il faut voir, par exemple, par rapport à la logique qu'on avait en méthode standard précédemment, où on découpait les lignes métiers, on découpait le portefeuille par ligne métier et on calculait le PNB moyen sur les 3 dernières années multiplié par des coefficients entre 12 et 18%. Là, on prend tous ces composantes-là, ILDC, SC, et FC, et c'est après qu'on va calculer le BIC. Donc, on est sur une autre logique où on ne privilégie plus, a priori, une ligne métier par rapport à une autre dans la logique. Ensuite, maintenant, ce qui est important à voir dans ce challenge-là de calculer la SMA, c'est vraiment le côté, le mapping avec le FINREP et la compta qui devient vraiment clé. Donc, il va falloir vraiment beaucoup investir dans le mapping ligne à ligne des éléments du fameux BI avec le FINREP. Le BA est conscient que c'est un exercice qui est compliqué. On va reparler de ça plus tard cet après-midi. Mais vraiment, il va falloir être très, très précis parce que parfois, les lignes dans la compta ne sont pas assez précises pour pouvoir flaguer exactement les éléments qui sont dans le BI. Et maintenant aussi, même si on n'est pas encore, on n'a pas intégré l'ILM, la partie sur les composantes des pertes, il y a quand même des charges sur les reporting des pertes sur les 10 dernières années qu'il va falloir mettre en place. Bien sûr, il y a des seuils à respecter, on en reparlera. Il y a plusieurs nouveaux COREP, donc du C16-01 au C04 qu'il va falloir avoir en place, et bien sûr le nouveau pilier 3. Donc, c'est quand même plusieurs éléments, plusieurs chantiers à mener en parallèle. Oui, merci Evelyne, pour un sujet qui avait peu évolué, comme tu le disais, depuis 2008 finalement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais comme différence? Quelle différence notable on va avoir si on distinguait en fait les banques qui sont en approche avancée, en approche standard, en approche de base aujourd'hui en fait? Quelles conséquences pour chaque nature de banque selon la méthode qui était retenue jusqu'à ce jour? C'est vraiment un point important parce que, voilà, comme on change de méthodologie, il y a immédiatement l'idée de l'analyse d'impact, un peu le avant-après, pour voir qui sont les winners et les losers finalement dans cet exercice. Et donc, quand on prend par exemple les banques qui étaient anciennement en AMA, elles ont un impact très important assez rapidement parce que déjà, il y a une perte on perd un peu la main sur la modélisation, hein, donc on ne peut plus utiliser tous les modèles internes qui étaient assez sophistiqués, sur lesquels ils ont investi quand même pendant plusieurs années. Et ce qu'on a constaté, alors il faudra avoir des études plus complètes pour conclure, mais les premiers éléments qu'on voit des rapports pilier 3 qui sont sortis récemment, c'est que quand même pour la majorité des anciennes banques AMA, il y a un impact significatif en fonds propres, une augmentation du poids du risque opérationnel en termes de coût en capital. Et donc, ça, ce n'est pas neutre. Et alors, beaucoup de banques, pour capitaliser sur les anciens modèles qui sont toujours là, ont l'intention de les garder, en fait, pour les besoins de capital économique, par exemple, puisque pour l'ICAP, on a en méthode économique, on a le droit d'utiliser nos propres approches. Donc, ça pourrait être une façon de recapitaliser sur l'existant. Et bien sûr, il y a quand même la fin de la logique de incident potentiel, incident historique qui était quand même au cœur de l'AMA. Et ça, c'est problématique parce que notamment dans l'AMA, il y avait cette logique que lorsqu'on avait… alors, j'ai un bruit de fond, je ne sais pas si c'est… il y a certainement un petit bruit de fond qu'il faut essayer d'enlever. Vous l'entendez ou pas, ou ce n'est que moi? Je ne l'entends pas. Alors, je vais couper mon micro. Si vous n'entendez pas, c'est très bien, c'est moi alors. Apparemment, j'ai vu dans le chat que certains ne m'entendent pas. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est bon, ça c'est bon.
D'accord. Donc, ça, c'est dans cette logique en amas d'utiliser des incidents potentiels et des incidents historiques, bah, on abandonne un peu ça. Et certes, il y avait beaucoup à redire sur la méthode AMA, mais c'est vrai qu'on perd un peu cette logique de Material Risk Reduction Action, le fait que lorsque on avait, on avait mis en place des actions importantes pour réduire le risque, ça permettait de jouer sur le capital. Là, effectivement, on n'a plus cette logique-là, donc c'est beaucoup plus statique finalement la gestion du capital risque opérationnel. Maintenant, pour les banques qui étaient en BIA ou en standard, elles avaient déjà une logique un peu mécanique où on calculait le PNB moyen sur les 3 dernières années, mais là, on va rentrer dans un niveau de granularité beaucoup, beaucoup plus important avec cette nécessité de mapper cette notion de BI avec le FINREP. Et donc, ça aussi, ça demande un accompagnement. Il y aura peut-être besoin de faire des proxys au départ parce qu'on n'a pas toujours un mapping idéal. Et donc, ça, c'est un challenge opérationnel qui est important à prendre en compte. Très bien. Et aujourd'hui, donc sur la base de ce que tu nous as décrit, quelle différence tu penses qu'on peut noter entre la théorie des textes que tu viens d'évoquer et la réalité des banques aujourd'hui, la réalité opérationnelle? C'est vrai que quand on se dit, bah, on a passé de 3 méthodes à une seule méthode, on se dit, bah, on a simplifié les choses. Dans la pratique, c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident qu'on a vraiment simplifié les choses. Comme j'ai commencé déjà à intégrer, à le mentionner précédemment, le BA est conscient, hein, on galère énormément pour mapper tous les postes du FINREP avec le BI. Donc, il y a beaucoup de proxys. Par exemple, en général, en compta, on pourrait avoir cette notion de autre charge d'exploitation où on met des pertes à l'intérieur sans vraiment les flaguer de manière précise. Et là, on ne pourra pas continuer comme ça. Donc, il y a un travail important à faire par rapport à ça. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que le BA a plusieurs outils qui ont été proposés pour accompagner les banques sur ce mapping-là. Il y a même un ITS de l'EBA qui est vraiment dédié à donner une méthodologie précise de mapping ligne à ligne pour pouvoir se tromper, avec même des exemples un peu pédagogiques pour accompagner les banques par rapport à ça. Mais c'est clair que c'est clairement une gageure. On n'a pas les charges ventilées de la même façon dans le FINREP et ce qui est attendu pour le niveau de granularité, par exemple pour les COREP qui sont sur les pertes opérationnelles. Donc ça, c'est quelque chose c'est un challenge important qu'il va falloir avoir. Aussi, il y a un point qui est important, c'est qu'on calcule le BI finalement annuellement. Le COREP est reporté trimestriellement. Donc, il y a aussi une espèce de gestion temporelle là pour les données, comment on va les friser pour que ce ne soit pas problématique. Donc, il faut renforcer les données. Alors, comme je vous disais, le BA a même fait une étude pour voir à quel point le mapping du BI et du FINREP était possible. Et donc, ce qu'il constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 6 points recensés qui sont vraiment les mêmes, qu'on retrouve vraiment ligne à ligne. Pour le reste, on a quand même beaucoup de différences de périmètre entre le FINREP individuel et consolidé et la partie COREP. Donc, il y a beaucoup d'écarts de seuil, etc. Donc, je recommande vraiment pour tous ceux qui auront à creuser cet exercice-là de s'appuyer sur les ITS de l'EBA qui sont quand même assez bien faits pour limiter les marges d'interprétation. Ok, merci Evelyne. Alors donc, si on sort maintenant de cette vision calcul de FP et ces difficultés donc de mapping par rapport du BI avec le FINREP, on peut aborder le sujet de la collecte et des incidents, qui est aussi un grand défi. Donc, à ton avis, quelles difficultés vont rencontrer les banques pour collecter ces incidents au sens de la CRR3 ? Alors, je pense que là aussi, le distinguo entre les banques anciennement en AMA et celles qui sont en standard, qui étaient anciennement en standard ou en BIA, est important parce qu'il faut voir quand même que en anciennement, les banques qui étaient en AMA avaient déjà cette dynamique-là de collecte des pertes puisque les incidents historiques faisaient partie des données d'entrée du moteur AMA. Mais d'une manière générale, il faut voir que derrière la collecte des incidents, on parle donc de déclaration d'incidents. C'est toujours
délicat comme sujet parce qu'il y a une sensibilisation des collaborateurs à faire par rapport à la déclaration d'incident. On comprend déjà ce que c'est qu'un incident opérationnel parce que souvent, il y a des éléments qui sont en fait des incidents qu'on n'identifie pas comme tels, comme par exemple des shutdowns d'IT pendant plusieurs heures. Du moment où il n'y a pas de perte opérationnelle quantifiable immédiatement, on a tendance à rapidement considérer que c'était pas un incident alors que ça l'est. Donc, il y a déjà savoir identifier l'incident, mais aussi dédramatiser la déclaration d'incident parce qu'il y a toujours un peu la peur de la sanction, la peur d'être un peu blâmé, etc., etc. Donc, il y a déjà un travail un peu de sensibilisation, d'accompagnement des collaborateurs pour dédramatiser cette déclaration d'incident. Et après, maintenant, il y a quand même le côté comptable. Comme on disait, aujourd'hui, en comptant, on peut avoir par exemple une fraude interne qui apparaît comme une charge exceptionnelle, mais ce n'est pas forcément bien mappé et flagué par rapport à une catégorie d'incidents. On n'a pas toujours les flags systèmes qui vont bien. Donc, il va falloir remettre à plat finalement la méthodologie de collecte d'incidents et bien s'assurer que toutes les personnes qui sont incluses finalement dans ce processus-là soient vraiment informées et au point. Et bien sûr, on a un côté aussi d'exhaustivité, parce que ce n'est pas, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on a la vision globale de tous les incidents qui ont lieu dans la maison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, pour l'ILM, ça a été initialement mis à 1 parce qu'on savait bien qu'on ne partait pas tous du même point de compétences et de maturité sur cette collecte d'incidents. C'est pour ça que temporairement, l'ILM a été mis à 1 et qu'on se concentre sur le BIC dans une première partie. Mais ce n'est pas exclu que d'ici la fin de la décennie, l'ILM revienne sur la table dans le calcul des besoins de fonds propres. Oui, donc difficulté plutôt accrue en la matière pour les banques qui étaient en approche standard ou de base à ce jour. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la notion de perte brute, perte nette, seuil de collecte, 20 000 euros, 100 000 euros qui sont évoqués dans le règlement, Evelyne? Oui, alors c'est important de dire que ces notions-là ne sont pas vraiment nouvelles. Ça existait, en tout cas, les banques Anama sont familières avec ce genre de notions, mais c'est une notion qui est maintenant généralisée pour toutes les banques. Donc, on va avoir donc la notion, la perte brute assez intuitivement, c'est le montant qui est perdu avant indemnisation par la banque. La perte nette, ça va être plus une perte moins tout le recouvrement. Alors, quand je parle de recouvrement ici, je ne parle pas des remboursements d'assurance parce que ça ne va pas rentrer en compte, mais tout type de recouvrement hors assurance, etc., sera pris en compte dans la perte nette. Alors, la majorité des banques ont déjà cette notion de seuil de déclaration d'incident où ça dépend des banques, on peut être à 10 000 euros, 15 000 euros. Le seul seuil qui est à 0 en général, c'est la fraude interne où on déclare au premier euro. Mais sinon, le seuil de déclaration d'incident, il existe déjà. Là, la CRR3 va un peu faire en sorte que le seuil au moins harmonisé de tous soit au moins à 20 000. On peut faire moins que ça, on peut être plus conservateur et déclarer plus tôt, mais on ne pourra pas dire qu'on déclare par exemple à partir de 30 000 puisqu'il a mis ce seuil-là de 20 000, donc les banques doivent commencer à s'assurer qu'elles collectent suffisamment ces incidents-là. Et le BA va aussi, dans ses différents documents, expliquer exactement c'est quoi une perte et comment la calculer pour être sûr de ne pas sous-compter la perte. Il y a aussi cette notion de perte cumulée. Pourquoi? Parce que parfois, on peut avoir un incident unitaire qui ne coûte pas très cher, mais qui se répète quand même plusieurs fois dans l'année, qui a une certaine récurrence. Et donc, finalement, les petites gouttes font des rivières, quoi. Donc, au départ, effectivement, l'incident unitaire n'est pas très cher, mais puisqu'il s'est répété 5-6 fois, au final, la perte cumulée dans l'année dépasse les 100 000 euros. Et donc, ça a un point d'attention. Et donc, on nous demande de reporter ce genre de perte. Il faut avoir en tête qu'on va devoir les garder au moins 10 ans, puisque l'idée, c'est de préparer finalement l'arrivée de l'ILM qui s'appuie sur une notion qu'on appelle le loss component, où on va calculer les pertes moyennes de plus de 20 000 euros sur les 10 dernières années. Donc là, en fait, on est en train de construire les briques qui permettront demain de réactiver l'ILM, en fait. Et cette taxonomie des pertes, alors qui évolue là aussi, qui était figée depuis 2008,
Donc, on va avoir des sous-catégories et surtout cette notion d'attribut transverse, hein, qui est une nouveauté importante dans la réforme. Oui, effectivement, mais le BA l'avait annoncé, et c'est en fait un mandat de l'EBA dans le cadre de la CRA3 de revoir la taxonomie des pertes. Comme je dis, on est en train de préparer, on veut en train de préparer l'ILM, on veut que toutes les banques montent en compétences et en maturité sur la classification des pertes, l'identification des pertes, la classification des pertes. Et donc, le BA a fait donc des RTS pour vraiment décrire précisément ces attentes. Alors, il y a 3 niveaux de classification un peu dans la taxonomie, c'est en entonnoir. Le niveau 1, finalement, c'est les 7 catégories de risques opérationnels qu'on connaissait déjà. Donc, on retrouve nos petits, hein, fraude interne, fraude externe, clients, produits et pratiques commerciales, dommages aux actifs physiques, perturbation des systèmes, exécution, livraison, pratiques en matière de l'emploi. Donc, ça, c'est des pratiques, des catégories qu'on maîtrisait déjà. Et donc, on nous demande de au moins classifier tous les incidents suivant une de ces 7 catégories-là. Donc, ça, c'est un peu le non négociable, mais rien de neuf sous le soleil. Ensuite, maintenant, il y a un niveau 2 qui est en fait le sous-détail, finalement, de chacune de ces 7 catégories-là, où il va vraiment définir des catégories. Alors, pareil aussi, ce sous-détail, il existe déjà, mais c'est vrai que peut-être on pouvait avoir des différences de granularité d'une banque à l'autre parce qu'il n'y avait pas une liste officielle sanctuarisée. Là, au moins, le BA a défini 26 sous-catégories, les catégories qui seront pertinentes pour la fraude interne, pour la fraude externe, etc. Par exemple, le rock trading, ça va être une sous-catégorie de la fraude interne, les litiges ESG, etc. Ça va être les sanctions de greenwashing, ça va être rattaché à clients pratiques commerciales. Donc, il a vraiment sanctuarisé pour qu'on ait tous la même base. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir quelque chose de comparable et d'exploitable pour les superviseurs, parce que n'oublions pas qu'on est en méthode standard. Donc, ça veut dire que tout le monde, en partant du même point A, devrait pouvoir arriver au même point B. Donc, il faut qu'on ait de la standardisation. C'est pour ça qu'on a ces sous-catégories-là. Et comme a dit Yvan, en fait, la vraie nouveauté, c'est la troisième sous-déclinaison, donc au niveau des attributs. Là, c'est vraiment là où on a des changements. Alors, on a plusieurs types d'attributs. On a des attributs sur l'ESG, sur le greenwashing, en faisant une différence entre l'ESG et le greenwashing. Dans l'ESG, on va retrouver beaucoup du risque de physique, le risque de transition, etc. Alors que le greenwashing, alors que le greenwashing, ça va plutôt être lié à une communication trompeuse, par exemple, par rapport aux démarches de durabilité. On va avoir les risques liés aux tiers, comme l'état de service provider, partie de service provider. On va avoir les attributs sur l'éthique, comme les cyber, les non-cyber, donc tout ce qui est un peu lié à cybersécurité, l'IT, etc. On va avoir des attributs sur les continuités d'activité et aussi sur les lignes métiers. Donc, on va avoir des sous-catégories. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut vraiment pouvoir flaguer de manière la plus précise possible un incident pour qu'on soit capable justement d'analyser en profondeur. Et ça veut dire quoi? C'est qu'un même incident peut avoir une catégorie principale et plusieurs attributs. Par exemple, une panne dans le cloud, ça peut être un cyberincident. Donc, du coup, on peut avoir une perturbation système, attribut ICT, mais aussi un attribut sur les tiers, third service provider. Donc, il va falloir vraiment prendre le temps de bien remapper tout ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va retrouver beaucoup de nos petits sur les critères, les niveaux 1 et 2. On va retrouver les petits qu'on manipulait déjà. Il faut juste être sûr qu'on avait le même mapping qu'avant. Et l'étape supplémentaire, ça va être de reflaguer avec les attributs et de s'assurer qu'au niveau de l'IT, on a bien développé dans les systèmes les bons flags, sachant qu'il faudrait déjà bien définir le mapping. Ok, donc en fait, on a une vue un peu matricielle avec les catégories, les sous-catégories croisées avec ces attributs, en fait, ce qui est effectivement une vraie nouveauté par rapport au référentiel de risque opérationnel. Sur le référentiel, on a eu des évolutions par rapport à la consultation publique, en fait, sur le Oui, Final Draft. oui.
Oui, oui, effectivement, le BA a quand même évolué. C'est vrai que souvent, on se dit souvent que les consultations, c'est souvent très, très proche du document final. Mais là, quand même, ils ont pris en compte les commentaires des différentes personnes qui ont participé aux consultations. Et notamment, ils sont allés quand même sur quelque chose de plus simple. Par exemple, au départ, ils étaient partis sur ce on avait les 7 catégories, mais au niveau des sous-catégories, niveau 2, ils étaient partis sur 39 sous-catégories, donc c'était très, très, très large. Et il y avait des redondances dans les sous-catégories. Donc là, ils ont fait un peu de ménage pour garder vraiment ce qui était vraiment mutuellement exclusif. Et donc, on est maintenant à 26 sous-catégories. Ils ont aussi reclarifié l'ESG parce qu'au départ, ils avaient plusieurs cas possibles de l'ESG. Là, on a clarifié les attributs de l'ESG pour n'en garder que 2. On a un attribut général ESG et on a un autre pour le greenwashing qui est pour tous les autres cas de communication un peu trompeuse, misleading, etc. Et aussi, pareil, aussi, ils ont rajouté, par exemple, des éléments très clairs sur le rock trading, la pandémie. Et l'idée aussi, c'était d'aligner les attributs, notamment sur l'éthique, avec la taxonomie DORA. Donc, ça aussi, ça a été important pour pouvoir le faire. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace, lisible et utilisable pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça l'idée. Merci. Tu peux nous donner quelques exemples concrets d'utilisation de la taxonomie? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs cas. Hein. Donc, si on prend par exemple un cas, ce qu'on appelle le rock trading, dans le rock trading, c'est le trading un peu à la cavielle. Hein. Dans ce cas-là, on va avoir en catégorie niveau 1, ce sera la fraude interne. Catégorie niveau 2, ça va être finalement le rock trading. Et après, dans les attributs, on pourrait par exemple mettre la ligne métier trading and sales, par exemple. Donc ça peut donner comme ça un entonnoir où on va avoir finalement fraude interne, rock trading, trading and sales. Je me rappelle que par exemple, quand on faisait les incidents de rock trading, on le mettait en intentional mismarking et intentional misbooking. Donc, c'était vraiment, c'était la sous-catégorie de risque opérationnel. Là, cette notion-là a été remplacée plutôt par l'attribut, finalement, trading and sales. Un autre cas, par exemple, si on est sur du greenwashing, on va avoir donc catégorie niveau 1, client, produit, pratique commerciale. Catégorie niveau 2, ce sera finalement vente inappropriée ou communication inappropriée. Et niveau 3, ce sera tout ce qui est ESG et greenwashing en attribut. Donc, on va aussi avoir, pareil, cet entonnoir-là de classification. On peut aussi donc, on peut avoir plusieurs exemples de ce type-là. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Merci Evelyne. Alors, sortons de cette problématique de taxonomie et rentrons, si tu veux bien, sur les sujets de gouvernance et d'organisation. Est-ce que tu penses qu'en fait la gouvernance du risque opérationnel va ou doit évoluer dans le cadre de cette nouvelle approche standard révisée? Oui, très clairement, comme on a dit déjà depuis le début, la SMA va mettre la comptabilité au centre en fait de notre activité. Donc, tout va un peu tourner autour de la compta. Et donc, il faut que toutes les directions, risques, finances, IT, audit travaillent ensemble pour pouvoir sécuriser les choses. Donc, on va probablement avoir besoin de plus de réunions ou de comités un peu interfonctionnels pour pouvoir sécuriser les mappings entre le FINREP et le COREP, pour pouvoir valider les proxys lorsque, par exemple, les données ne sont pas disponibles, parce que le BA admet qu'on peut avoir recours aux proxys, mais il faut quand même une petite gouvernance dans les proxys, parce qu'on utilise le mot proxy, mais on pourrait aussi dire modèle interne, hein, et quand on est dans des modèles internes, il y a forcément une gouvernance à respecter par rapport à ça. Et il faut aussi gérer un peu la partie production. Donc, ça va demander à ce que toutes ces fonctions-là puissent travailler ensemble pour pouvoir produire les éléments. Alors que peut-être
pour certaines banques, notamment celles qui étaient en AMA, parfois la problématique était très au niveau des risques de risques opérationnels, en fait, des risques management, et ça impliquait peut-être un peu moins la partie finance et autres. Ok, et tu as observé déjà des bonnes pratiques en matière de coordination de toutes les fonctions qui vont interagir sur cette notion de RISCOP? Par exemple, il est vraiment important que les rôles et responsabilités de chaque fonction soient clarifiés pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas de hier et qu'on n'a pas de loupé. Ce qui est assez naturel, c'est d'avoir, par exemple, l'équipe de risk management qui sera en charge finalement de bien redéfinir, de s'approprier cette taxonomie-là des pertes de l'EBA pour vraiment bien se les approprier, bien définir l'existant par rapport et mapper l'existant par rapport à ce qui est demandé et bien sûr donner les méthodologies et guidelines pour pouvoir aider après, par exemple, les équipes de finance ou d'IT pour flaguer tout ça dans les systèmes. Finance sera vraiment au cœur de la sécurisation du calcul du BI, notamment pour être sûr que c'est bien mappé avec le FINREP et qu'ils ont bien suivi de manière très, très stricte les ITS de l'EBA sur comment on fait ce mapping-là. L'IT, il faut qu'on réussisse à s'assurer que la granularité des incidents qui est demandée aujourd'hui est bien déjà présent dans les systèmes. Sinon, il faudra pouvoir développer des champs supplémentaires pour pouvoir flaguer tous ces attributs, ces sous-catégories de risques dans le système. Et bien sûr, ça va être le rôle de l'audit, notamment, de s'assurer que le first time application et le process qui sera mis en place tournent, quoi. Donc ça fait partie des éléments qu'il va falloir bien sécuriser. Et après, et bien sûr, il y a les équipes de prod qui vont devoir produire les COREP. Et donc, il faut aussi qu'ils soient formés sur ces sujets-là, puisqu'on a plusieurs nouveaux templates à produire. À ça ajoute aussi le pilier 3, puisqu'il y aura aussi du pilier 3 à produire. Donc, il faut que toutes ces équipes-là puissent se coordonner et travailler tous ensemble. Très bien. Alors, au-delà de ces impacts de gouvernance et d'organisation, on a quand même cette problématique du risque ESG et des risques émergents dans ces référentiels. Donc, concrètement, comment tu vas intégrer les risques ESG en fait, dans ton dispositif RO? Alors oui, justement, donc ça c'est une vraie nouveauté, hein. Alors, vous avez déjà certainement participé à d'autres webinaires qu'on a présentés et on a expliqué à quel point le risque ESG, c'était vraiment un game changer. Et donc, l'EBA a voulu marquer le coup en intégrant l'ESG dans les attributs. Et comme on a dit, on va avoir un attribut général sur tout type d'incident ESG et un attribut greenwashing pour tout ce qui est communication trompeuse. Donc ça, c'est par exemple quelque chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir révisiter les incidents qu'on a actuellement, tout le stock en fait de la base incidents pour réanalyser, pour voir si il n'y a pas des incidents qui, a posteriori, ne devraient pas être requalifiés avec cet attribut ESG-là, alors que ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Et d'une manière générale, de toute façon, le BA nous demande d'analyser les différents canaux de transmission de l'ESG sur du risque opérationnel, c'est-à-dire quelles sont les conséquences d'une tornade sur le risque opérationnel, destruction des bâtiments, dommages aux actifs, etc., conséquences d'une sécheresse, voilà. Donc, ça fait déjà partie des choses qu'on nous demande par ailleurs, notamment aussi pour préparer les stress tests. Et donc, en typologie d'incidents ESG, qu'est-ce qu'on a observé dans les banques jusqu'à présent? Il y a plusieurs cas. Donc, on peut avoir, par exemple, requalifié certaines amendes qu'on a eues pour par exemple, si une banque a eu des amendes pour greenwashing parce ou un fonds a eu des amendes parce que finalement, il y avait des actifs qui avaient été classés comme verts qui ne le sont pas finalement. Donc, ça peut être un moyen de rajouter l'attribut greenwashing. Il y a aussi, par exemple, la partie non-conformité des reporting. Pour certaines banques qui ont déjà commencé à publier la CSRD cette année ou le pilier
pilier 3 pour les plus grandes banques. Si, par exemple, on a aussi on peut prouver que le reporting n'est pas conforme aux attentes des différentes guidelines, que ce soit de l'EFRAG ou de l'EBA, on va avoir donc un flag finalement ESG par rapport à un reporting non conforme. On peut avoir aussi des flags par rapport à des incidents qui sont déjà dans la base d'incidents, qui sont liés aux catastrophes naturelles. S'il y a par exemple eu une destruction des bâtiments ou destruction des actifs ou un problème IT lié à des catastrophes naturelles, il faudrait revisiter ces incidents-là pour pouvoir rajouter le flag ESG. Et pareil aussi, tous les incidents un peu liés à la pandémie, Covid notamment, il faudrait pouvoir les revisiter pour ajouter le flag parce que clairement, la pandémie, c'est de l'ESG. Et donc, il va falloir peut-être un travail de réanalyse de la base pour remapper tous ces points-là. Ok, donc par rétropolation, il va falloir revenir sur les attributs de la base. Il y a un sujet qui est aussi structurant, c'est le COREP et les obligations de publication sur le troisième pilier. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dresser les nouvelles obligations, notamment sur ce troisième pilier en termes de publication? Effectivement, dans la logique en fait de l'EBA, que ce soit pour le pilier 3 et après pour le COREP, ils ont catégorisé les banques en 3 catégories pour respecter une forme de principe de proportionnalité, pour éviter aussi de créer des charges indues à certaines banques parce que finalement, il y a toujours une logique de coût-bénéfice en fait par rapport à l'exigence réglementaire et la charge opérationnelle que ça implique. Et c'est pour ça qu'on va avoir 3 catégories de banques. On va avoir les banques qui ont les BI inférieurs à 750 millions d'euros, les banques qui ont des BI entre 750 millions d'euros et 1 milliard, et les banques qui ont les BI au-dessus d'1 milliard. Donc, ça va être ces 3 catégories-là. Alors, pour les banques qui ont le BI au-dessus d'1 milliard, elles seront donc soumises à l'obligation du pilier 3. Elles vont devoir publier les pertes, elles vont publier aussi les BI, elles vont publier le capital SMA, etc. Et elles vont pouvoir aussi publier en qualitatif. Donc, ça, c'est le quantitatif. Hein. Et en qualitatif, elles vont devoir publier tout ce qui est politique de collecte des pertes, gouvernance, méthodologie, etc. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a une partie aussi gouvernance et organisationnelle importante qui est attendue par la CRA3 en termes de cadre de gestion du risque opérationnel. Et donc, dans le cadre du pilier 3, il va falloir avoir aussi un narratif pour expliquer tout ça. Dans les banques qui auront plus d'1 milliard de BI, il n'y aura même pas de débat, il va falloir faire tout ça. Pour les banques qui ont entre 1 milliard, entre 750 millions d'euros et 1 milliard de BI, là, effectivement, normalement, elles sont censées publier, mais elles peuvent avoir des dérogations si on montre que, par exemple, le basculement au seuil au-delà de 750 millions d'euros, est vraiment occasionnel, c'est-à-dire que c'est peut-être un volume d'activité exceptionnel qui a créé le basculement du saut qui fait que la banque passe au-dessus de 750 millions d'euros. À ce moment-là, on appelle ça un unduly burdensome, c'est-à-dire qu'il faut prouver que ce n'est pas une charge opérationnelle non justifiée. Et donc, si la banque peut prouver que pendant 4 mois, 4 arrêtés, donc une année consécutive, elle est toujours dans ces seuils-là, elle peut négocier avec le superviseur pour ne pas avoir à publier. Et si vraiment, on voit que son activité a drastiquement changé et qu'elle s'inscrit durablement dans un niveau de BI très élevé, là, il va falloir publier. Donc là, il y a une zone comme ça qui se négocie un peu au cas par cas, suivant le volume de BI déclaré pendant une année, donc 4 arrêtés. Et après, maintenant, celles qui ont des BI en dessous de 750 millions d'euros, là, effectivement, elles n'ont pas besoin de publier les pertes, mais elles sont quand même obligées de publier les BI, le BI et le SMA, le capital SMA, ça, c'est pas négociable, mais c'est la partie collecte des pertes et tout ce qui est publication sur les flux des pertes qui sera peu nécessaire. Donc, il y a cette forme de principe de proportionnalité-là qui est appliqué pour que les petites banques ne soient pas
de manière injustifiée, demander de produire des données très, très importantes. Mais par contre, qu'on soit bien d'accord, ça ne dispense pas de mettre en place la dynamique de collecte des pertes, comme on a expliqué précédemment. Donc, il faut commencer à collecter, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a un BI en dessous de 750 millions d'euros, mais au moment où vraiment il va falloir commencer à calculer l'ILM, ce sera pas le cas. Donc, il faut bien distinguer l'obligation de publication et de reporting avec l'obligation de mettre en place les dispositifs pour commencer à avoir des bases d'incidents qui tiennent la route. Donc, il faut bien distinguer. Là, je parle bien de l'obligation de publication. Maintenant, voilà, ça c'est pour le pilier 3. OK. Et côté Corep, alors, on a les nouveaux templates, donc. Voilà, donc il y a effectivement 4 nouveaux Corep qui arrivent, qui sont nouveaux et sont des nouveaux templates. Le BA a déjà fait des ITS et des RTS pour expliquer ces différents Corep. Donc, il y a le C1601 qui va vraiment être un grand recap sur le calcul du SMA et des besoins de fonds propres. On va avoir le Corep C1602 qui, lui, va vraiment être le détail du BI avec tous les composants ILDC, SC, FC. Il va falloir mapper avec le FINREP, etc. Et donc, le BA a fait des ITS pour nous accompagner, pour bien remplir ces templates-là parce qu'ils sont assez complexes à remplir. On a le template C1603 qui, lui, effectivement, c'est le template pour les pertes. Donc, c'est un peu la déclaration des pertes d'incidents opérationnels. Et comme on a dit, ça va respecter la segmentation là, que j'ai mentionnée précédemment. Si on a un BI inférieur à 750 millions d'euros, on devrait normalement ne pas avoir à le publier. Par contre, si on a un BI au-dessus, il va falloir négocier avec le superviseur si on est entre 750 et 1 milliard pour devoir le publier. Le dernier template, c'est le C1604. Celui-là, c'est par rapport à tout ce qui est le M&A. Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est par exemple, si la banque a acquise une entité externe récemment, comment on intègre finalement le BI sur les 3 dernières années de l'entité récemment acquise dans notre BI à nous pour consolider. Donc, ça définit les règles du jeu par rapport à ça. Et pareil aussi, si la banque a cédé sur les 3 dernières années des entités, est-ce qu'on continue à comptabiliser finalement le BI des entités cédées dans notre BI puisqu'on calcule, le BI c'est sur les volumes d'activité sur les 3 dernières années. Donc, c'est important qu'on gère aussi le côté cession, acquisition, etc. Et donc, ça, c'est tous ces cas particuliers-là, c'est le C1604 qui a vocation à l'expliquer. Et le BA, encore une fois, a fait des RTS là-dessus. Il faut vraiment avoir en tête que c'est vrai, c'est un peu lourd, etc. Mais le BA a vraiment mis le paquet en termes de solutions d'accompagnement pour vraiment soutenir les banques par rapport à ce calcul-là parce qu'ils sont conscients que c'est quand même beaucoup plus complexe, même si on est en standard. Donc, par exemple, quand je vois les outils de l'EBA, on a un outil, par exemple, qui s'appelle EBA Mapping Tool qui permet de faire le lien entre le reporting prudentiel et les exigences de publication. On a un autre outil qui s'appelle Interactive Signposting Tool. Ça aussi, ça permet de pouvoir identifier toutes les obligations applicables. Et après, ils ont plein de use cases, plein d'exemples concrets et des explications supplémentaires qu'ils ont intégrées, etc. Donc, ils ont essayé en tout cas d'investir dans l'accompagnement pour qu'on ne se perde pas trop dans les mappings, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc, des nouveaux états Corep, des outils fournis par le BA pour essayer d'accompagner les établissements et concrètement, en fait, c'est quoi les difficultés, c'est quoi le défi pour ces nouveaux Corep? Oui, donc on l'a déjà dit, hein, on galère encore beaucoup, la granularité est beaucoup plus fine avec le BI que ce qu'on faisait d'habitude, parce que c'est vraiment des métriques qu'on n'avait pas manipulées dans ce sens, c'est des métriques qui n'existent pas avant, donc ça ne correspond pas à des lignes claires en compta.
Donc, il va falloir redécouper, redécomposer, etc. La fameuse réconciliation Corrède-Finerette n'est plus négociable, il va falloir la faire. C'est vrai qu'on essaie toujours de procrastiner là-dessus, mais je crois qu'on ne pourra pas continuer à procrastiner là-dessus. On va beaucoup à court terme utiliser des proxys. Et ça, c'est toujours dangereux parce que proxy veut dire méthodologie pas stabilisée, risque de modèle finalement, puisque proxy, c'est ça. Hein. Donc, il va falloir aussi qu'on ait quelque part une forme de gouvernance pour sécuriser ces données-là. Aujourd'hui, oui, c'est un petit peu laborieux pour le côté mapping. Un petit peu beaucoup. Ok. Alors, écoute, je vois que le temps a passé. Ça fait déjà 45 minutes, voilà, que nous évoquons ces sujets sur le risque opérationnel. Alors, j'avais plusieurs questions. On va passer un petit peu au jeu de questions-réponses. Alors, une première question sur l'ILM et en fait la neutralisation de l'ILM, pardon. Est-ce que tu vois ça comme étant quelque chose de dans le temps, ou est-ce que finalement ça va pouvoir évoluer au gré de la maturité en fait des établissements notamment sur cette collecte? Est-ce que cette ILM restera à 1 ou pas finalement? La cible, non. La cible, non. Parce qu'au départ, c'était le calcul de besoin de fonds propres pour le risque opérationnel. C'est bien une multiplication du BIC avec l'ILM. Donc, le test Balois autorisait les participants à mettre temporairement à 1 cet indicateur-là. Ce n'est pas la cible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous demande de monter en compétences sur le calcul, l'identification, le mapping des pertes, et qu'on nous demande de les faire sur le seuil de 20 000 euros sur les 10 dernières années, parce que ça, c'est les briques pour calculer la fameuse loss component, qui est une des données d'entrée pour calculer l'ILM. Donc, clairement, on est en train de poser toutes les fondations pour pouvoir le faire. Donc, c'est beaucoup plus probable que d'ici la fin de la décennie, on nous demande de calculer l'ILM que l'inverse. Et donc, mécaniquement, on aura une augmentation de l'exigence de fonds propres, certainement. Alors, pas forcément, parce que l'ILM, en fait, il peut être inférieur à 1 ou supérieur à 1. D'ailleurs, il y a eu des mauvaises surprises. Dans la version initiale, quand on prend le test Balois, l'ILM n'était pas à 1. Et donc, il y avait certaines banques, par exemple, si jamais l'historique des pertes était inférieur, les pertes moyennes sur les 10 dernières années étaient inférieures finalement au BI, bah, finalement, on pouvait avoir des bonnes nouvelles. Et donc, il y avait certains qui avaient des ILM à 1, et dont l'ILM était plutôt un facteur de réduction de la charge en fonds propres. Donc, il y a certaines banques qui n'étaient pas très, très heureuses quand on a mis l'ILM à 1, parce que du coup, elles ont perdu un levier ça les pénalisait. D'optimisation, en fait, la charge en fonds propres. En gros, l'ILM punit les mauvais élèves. Si on a eu beaucoup de pertes importantes dans le passé, sur les 10 dernières années, on va avoir un ILM très, très important. Et si on a plutôt été... on n'a pas perdu trop par rapport au volume d'activité, parce que c'est ramené au BI. En fait, c'est un ratio loss component BI. Donc, si le niveau des pertes est inférieur au volume d'activité, on va plutôt être un gagnant de cette histoire. Donc, c'est pas dit que ça entraîne forcément une augmentation des pertes. Il y a eu des mauvaises et des bonnes surprises quand on a mis l'ILM à 1. Ok. Alors, questions qui sont posées par les participants sur les états corrects, les anciens états, les C1701 et C1702, sur, je crois, les pertes par catégorie de risque baloise et par métier, etc., notamment le 1701 et le 1702 sur les 10 plus grandes pertes de la période de mémoire. Ces états-là disparaissent en fait au profit des nouveaux moi, états de ce que je comprends, puisque dans l'ITS de l'EBA, ils ne les rementionnent plus, donc moi, j'en ai déduit que ces états-là sont remplacés. Par contre, il y a un calendrier. Les nouveaux états, ils seront obligatoires qu'à partir de l'année prochaine. Hein, donc, il y a un calendrier. Il n'y a que le C01, voilà, le
le premier, la C1601, qui est obligatoire dès cette année. Les autres, il y a un phasing, il y a un calendrier qui est proposé pour que finalement, ce n'est qu'à partir de l'année prochaine qu'il soit vraiment complètement applicable. Et il y a même le BA qui dit, il y a un calendrier, donc en fait, on a une phase transitoire, c'est mars 2026 qui est la première date pour les nouveaux templates de référence. Le 31 mars 2026 pour les premiers templates, pour les nouveaux templates, hormis le C1601 qui est en vigueur depuis cette année. Donc, il y a quand même un peu de temps pour rentrer en œuvre. Donc, c'est possible que pour l'instant, on doive encore publier les anciens parce que c'est en transition, mais la cible, c'est que ces états-là disparaissent. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, il y a bien cette phase de transition à garder en tête, avec a priori les C1701 et C1702 qui seront encore à produire au titre de 2025. Voilà, Brigitte, tu as ta réponse. Ensuite, alors Ahmed nous demandait si on pouvait mettre à disposition le référentiel, le nouveau référentiel en matière de taxonomie des risques. C'est un RTS de l'EBA. C'est un RTS de l'EBA. Alors, je peux vous donner le nom de RTS, mais on peut vous le donner plus tard parce que je ne les retiens pas par cœur. Mais si vous tapez RTS EBA, taxonomie des pertes, vous allez tomber dessus. C'est ça. Mais oui, c'est un RTS qui est sorti. Hein. Si vous allez sur le site de l'EBA, vous allez tomber dessus. Avec cette fameuse vision matricielle avec les catégories, les sous-catégories et les attributs, en fait. Hein. Voilà, Ahmed, pour répondre à cette question. Alors, j'avais aussi des points sur le sujet du rapprochement avec les États FIMREP. Et Mélanie disait c'est d'autant moins compréhensible pour les entités qui sont en normes locales. Pas de données pour le FIMREP. Et là, justement, le BA était trop fort. Je ne suis pas en train de faire la pub, vous avez bien compris. Hein. Mais c'est vrai que je suis légèrement fan. Ils ont dans l'ITS, qui explique le mapping entre le FIMREP et le BI, ils ont bien expliqué si on était en IFS ou en National Gap. Ils ont bien expliqué les deux cas. Et donc, normalement, on a tous les cas qui sont traités dans l'ITS qui traite de ça. Normalement. Ok, donc on doit retrouver ces petits… Voilà. Oui, exactement, même si on ne prenait pas le FIMREP. Question sur les seuils aussi. On évoquait les seuils des 100 000 euros sur les incidents cumulés. Donc, en fait, ça concernait la même thématique, c'est ça, en fait. C'est des éléments qui se cumulent, en fait, avec un générateur en fait, qui est identique sur une période donnée, en fait. Hein. En fait, ça veut dire que l'incident ne s'est jamais arrêté, puisque l'idée, c'est que quand on a un incident, normalement, on doit faire une investigation, comprendre ce qui s'est passé, mettre des plans d'action de rémédiation qui sont censés être efficaces pour réduire le risque et même le supprimer, ou enfin, en tout cas, l'atténuer très significativement. Donc, si un mois plus tard, on a exactement le même incident, ça veut dire qu'en fait, l'incident ne s'est pas arrêté. Et donc, si on a un cumul comme ça dans l'année du même type d'incident, en fait, c'est 3 fois le même. Et donc, le vrai incident, c'est la somme de tout ça. Et donc, du coup, on peut avoir un cumul qui fait passer au-delà des 100 000 euros. Et là, il faut reporter. Même si l'incident unitaire était à 10 000 ou à 5 000 euros, s'il arrive 10 fois dans l'année, ça commence à faire beaucoup. C'est pour éviter le fait d'avoir des incidents pour lesquels on se dit « Ah, bah, ça n'a pas coûté cher, donc on ne regarde pas. S'il y a une récurrence, c'est un problème. » Très bien. Alors, Bill a mis la référence de l'ITS dans le chat sur le référentiel. Alors, si on devait conclure, Evelyne, finalement, c'est quoi les leçons là, de ces premiers mois de mise en œuvre de CRR3 sur cette composante RISCOP? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme première leçon au bout de quelques mois d'implémentation? Je pense qu'on a abordé les principaux points. Déjà, cette notion de FINREP correct à rapprocher, il va falloir investir, ça devient non négociable. Et donc, nécessairement, les équipes qui travaillent sur ces deux sujets-là, si ce ne sont pas les mêmes, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'approprie les ITS de l'EBA pour trouver comment mapper.
Il y a une question aussi de qualité des données. Il faut tracer les incidents, il faut les reporter, il faut gérer la granularité. Et donc, si jamais après on a recours à des proxys, il faut les documenter, il faut les valider. Un proxy, on va tourner autour du pot comme on veut, mais c'est un modèle. Et donc, il faut y associer la gouvernance nécessaire des modèles internes. Il y a aussi gérer les timings calendaires parce que, comme on disait, le BI, il est produit sur base annuelle alors que le COREP est trimestriel. Donc, comment on fait pour pouvoir gérer ce double timing-là? On comprend très vite qu'il faut mettre autour de la table plusieurs départements, ceux qui produisent le pilier 3, ceux qui produisent les COREP, ceux qui font le CleanRev, la compta, les risques pour la partie finalement méthodologie de flagage des pertes, etc. Et l'IT aussi, si jamais il faut développer des choses. Donc, il faut absolument passer en mode projet, en fait, pour être sûr qu'on n'a pas oublié des éléments. Et bien sûr, il y a un impact en capital, hein, notamment pour les banques qui étaient anciennement en AMA. Comme on a dit, on anticipe une augmentation importante du capital. N'oublions pas que ce sont des banques aussi qui vont avoir à gérer la pool floor d'ici, la pool floor qui est déjà en place, mais pour l'instant, le seuil de la pool floor est très bas, mais d'ici la fin de la décennie, le seuil sera élevé. Et donc, l'augmentation qu'on a constatée sur le capital risque opérationnel, c'est aussi qu'à un moment donné, on peut avoir des problèmes d'appoint floor. Donc, il va falloir gérer tout ça. Et point non négligeable aussi, s'approprier l'ESG, les flags ESG dans les systèmes, ce n'est pas naturel. Et d'une manière générale, les flags des attributs, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir puisque on n'allait pas forcément dans ce niveau de granularité-là. Donc ça fait quand même partie des points d'attention. Et bien sûr, c'est une notion de gestion aussi des seuils. Parce que, par exemple, si on est à BI presque à 750, mais pas tout à fait, donc il va falloir gérer les seuils parce qu'on va basculer. Et si on bascule au-delà de 750, ça peut lancer toute une machine de reporting complémentaire et de publication complémentaire avec les process derrière qui doivent suivre et l'IT et les équipes. Donc, il faut aussi avoir des contrôles de seuil pour ne pas être pris de court, quoi. On a une question complémentaire de Rita sur les seuils des 100 000 € là, sur les pertes cumulées. Est-ce que c'est des montants bruts ou nets qui sont pris en considération? Est-ce que tu sais répondre à cette question, Evelyne? On prend les montants bruts déjà, parce qu'il faut… Voilà, et après, il y a les deux, en fait. Il y a le cumulé brut, le cumulé net, mais on prend les deux. Voilà, Rita, sachant que quand on parle du net, quand on prend du net, on prend le net hors assurance. Hein, donc, c'est vraiment du recouvrement. Oui, donc on a bien compris que le net, c'était recouvrement direct, mais hors, pas indirect à travers des assurances. C'est ça. Hein. Oui, okay. Ce n'est pas des remboursements assurance. Très bien. Écoute, on est à 57 minutes d'avancement dans notre live, donc je pense qu'on a terminé ce live. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas, Evelyne, si tu peux dire un dernier mot. En tout cas, merci pour tous tes éclaircissements sur ce sujet. Rendez-vous dans 6 mois, 1 an pour voir comment le sujet aussi aura évolué dans les différents établissements. On aura peut-être un peu plus de recul aussi sur les difficultés de mise en œuvre. Et en tout cas, moi, ça a été un plaisir de passer cette soirée avec vous pour parler de ce sujet. Bon, vous avez compris, je suis un peu passionnée, mais en même temps, tant mieux. Mais voilà, c'est un beau challenge. Je pense que au-delà du côté un peu calculatoire qui a vraiment augmenté, c'est certain, il y a quand même aussi ce message de faire monter tout le monde en compétences en risque opérationnel, d'avoir des cadres de gouvernance beaucoup plus carrés, des outils pour faire de la collecte d'incidents sérieuse, de sensibiliser tout le monde à cette question de déclaration d'incidents, etc., etc. Donc, il y a de la vertu, même si c'est vrai qu'il y a une partie calculatoire opérationnelle qui peut être un peu lourde. En tout cas, merci beaucoup. Et on est bien sûr à la geste, comme vous savez, Merci beaucoup, Evelyne. Et je voudrais passer un petit bonjour à Brigitte et à Elisa, voilà,
J'ai vu qu'elles avaient participé à Bah, cela. bonjour Voilà. Brigitte et Elisa, et bonjour à tout le monde d'une manière générale. Et merci encore d'avoir participé nombreux à ce webinaire. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.